Bienvenue sur les news de Samir, on va parler de l'affaire Émile. Le procureur a pour la première fois décidé de prendre la parole et donc on sait très bien que là nous avons les 4 mises en garde à vue qui ont été libérées. Vous allez voir, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'est la garde à vue, ce qu'il en est, les conséquences, etc. Je vais faire une petite introduction et on va écouter les propos du procureur parce qu'on apprend beaucoup de choses sur Émile. Et excusez-moi de vous dire ça, encore une fois la théorie de l'écureuil à doigt argenté n'est plus valide, mais il s'est fait fracasser le crâne. Voilà, le petit de 2 ans s'est fait fracasser le crâne. Les vêtements ont été changés. Il y a vraiment, c'est une folie ce qu'on apprend sur Émile. Donc, on va réagir à tout ça et ainsi de suite. Mais avant, j'arrête de te demander, tu vas le faire, c'est-à-dire que tu vas regarder, tu vas t'abonner à ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne-là, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. YouTube, à cause de mes propos, bien évidemment, il shadowban, donc il vous désabonne. Donc, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné. Ensuite, j'ai une chaîne que j'ai lancée, mais que je vais être vraiment actif à partir d'une semaine où je vais mettre que des affaires criminelles dessus. Donc c'est True Crime Samir, le lien est en message épinglé, vous cliquez dessus, vous vous abonnez en avance. Et ensuite pour Tipeee, pour ceux qui veulent faire des dons sur Tipeee, n'hésitez pas, 1 euro, 2 euros, 100 euros, certains font des dons bien plus élevés. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, je rappelle juste une introduction avant de vous parler d'écouter le truc du procureur. C'est important de comprendre certaines choses concernant, parce que je vois beaucoup qui m'ont envoyé des messages et qui ne comprennent pas ce que ça signifie, la garde à vue, etc. Alors il faut savoir que vous avez 24... Enfin, là, il y a eu 48 heures de garde à vue, c'est le maximum. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait 48 heures, ils ont fait 44 heures de garde à vue, etc. Ils ont gardé quelques heures en plus. Donc voilà, c'est le maximum et ainsi de suite. Pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout ? Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que quand bien même ils ont beaucoup d'éléments pour tomber sur le grand-père ou autre, il faut que vous compreniez cette notion. Si ils inculpent la famille, s'ils inculpent la famille, c'est-à-dire qu'ils disent nous on considère que c'est eux, on les met en tôle et il y aura un procès, on va sortir tous les dossiers, bla 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 bla. Ils seront obligés, la police, les enquêteurs seront obligés de donner tout leur dossier à l'avocat. L'avocat qui vont permettre après de pouvoir se défendre, etc. Là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été jusqu'au déferrement, parce qu'ils se sont dit on n'a pas suffisamment d'éléments. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que la justice et les enquêteurs, eux, il ne s'agit pas de dire qui est le coupable. Peut-être même ils le savent déjà, mais eux, ils travaillent pour avoir suffisamment de preuves pour qu'ils soient condamnés. C'est pas la même chose, tu vois. C'est ce que certains n'arrivent pas à comprendre. Une femme se fait abuser. Attendez. Excusez-moi, j'entends des bruits à la maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... voilà, donc en résumé, c'est pour ça qu'ils ne les ont pas encore déférés, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments, ils attendent juste à d'avoir plus d'éléments. En tout cas, voilà. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que les grands-parents, la famille, ils vont retourner. On sait que là, il y a la famille d'Émile, ils se sont tous réunis à la maison et à mon avis, ça va clasher. Là, ça va se battre. Comment ça se fait? C'est vous, ceci, cela. Ça va se battre, etc. Il faut bien comprendre que l'affaire Daval, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Daval, le mec a ôté la vie à sa femme. Il est venu, il a chialé, oh mon Dieu, etc. Il s'est fait choper, ils l'ont mis en garde à vue. Tu vois, ils l'ont mis en garde à vue. Ils l'ont fait sortir le mec, il était content, voilà, super chouette, je fais la polka, etc. Sauf que c'était un piège et bim, quelques jours, semaines après, hop, ils l'ont soulevé et c'était fini, c'est bon. Voilà, condamné, il a avoué, etc. Tout ce que tu veux. Donc il faut bien comprendre que là, c'est assez exceptionnel. On va écouter ensemble et je vais réagir au fur et à mesure sur les propos du procureur qui fait très bien son travail de manière méticuleuse. Conférence de presse, je suis accompagné du colonel Christophe Berthelin, commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille, qui est chargé des investigations relatives à la disparition et au décès d'Émile Soleil, tout ceci sous l'autorité des magistrats instructeurs. Cette prise de parole a pour objet de présenter les dernières évolutions de l'enquête sur les circonstances et les causes du décès d'Émile Soleil qui a disparu le 8 juillet
2023. Elle est aussi le moment d'expliciter les actes et opérations réalisées ces derniers jours. Au préalable, je voudrais retracer brièvement la chronologie des événements procéduraux qui ont jalonné l'enquête depuis presque 2 ans. Vous le savez, le lendemain de la disparition d'Émile Soleil, le 8 juillet 2023, le procureur de la République de Digne ouvrait une enquête en recherche des causes de la disparition de l'enfant de 2 ans et demi. Les investigations étaient confiées alors à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Le 18 juillet 2023... Écoutez quoi, je vais regarder les passages intéressants parce que sinon on va s'endormir, hein, vraiment. Hein, voilà. Si c'est pour recontextualiser, on l'a fait suffisamment sur la chaîne. Alors j'ai fait un résumé parce que sinon ça va être horrible à regarder, hein, il blablate beaucoup. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Donc on apprend qu'encore le petit, hein, il est décédé, il s'est décomposé forcément, mais que ensuite on a enlevé ses vêtements et on en a mis d'autres. Pourquoi? Pourquoi ferait-on ça? Moi c'est la question que je pose. Pourquoi ferait-on quelque chose comme ça? Est-ce que derrière il y a la possibilité de laisser ces traces d'ADN sur les habits? Est-ce qu'il y a un rituel derrière ce genre de truc? C'est quand même assez étrange. Et il faut le faire, hein, quand même, pour un cadavre d'enfant de 2 ans qui est de ton sang. Enlever ses habits, lui mettre d'autres vêtements, alors que c'est un corps en décomposition. Faut le faire quand même, tu vois. Hein. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Ouais. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Donc on lui a fracassé le crâne. Et à 2 ans, soit c'est le choc d'une voiture, soit c'est le choc d'un coup de poing. Un enfant de 2 ans, encore une fois, je m'adresse vraiment à ceux aussi qui n'ont pas d'enfants. Parce que parfois on s'exprime, les gens ils sont... Un enfant de 2 ans, son crâne c'est tout petit comme ça. C'est-à-dire que son corps, tu peux... tu sais, quand il se met en boule comme ça, quand tu le mets en petit bébé, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment... ça tient dans ça. Hein. C'est tout petit. Le crâne, c'est ça. Hein. Le crâne, c'est ça. C'est pas plus gros que ça. Tu vois, donc forcément, bon, avec la peau, la chair, ça fait une petite bouille, tu vois, ils sont trop mignonnes. Il lui a fracassé le crâne quand même. C'est quand même fou. D'autant plus que je suis désolé de rentrer dans le hardcore, hein, anatomiquement parlant, c'est que les os d'un enfant ne sont pas les mêmes que les os d'un adulte. Ils sont beaucoup plus mous. Hein. Le crâne d'un enfant, c'est mou. Hein. D'ailleurs, je précise, c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher il faut pas appuyer sur le crâne d'un enfant parce que c'est mou. C'est mou l'os, parce que ça va se développer. Hein. Ça va se développer petit à petit. Et une fois qu'arrivé à l'âge adulte, entre guillemets, à l'âge adulte, voilà, là, ça se solidifie. Tu vois, ça devient dur. Mais un enfant, c'est encore mou. Et il faut dire qu'il a quand même fracassé ça, tu vois. Alors que ils n'ont pas dû aller de main morte, hein, les salauds. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Elles ont convaincu le parquet de saisir les juges d'instruction le 19 mars dernier de réquisition supplétive des chefs d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Vous aurez donc aussi compris que les gardes à vue et auditions de plusieurs témoins de ces 2 derniers jours s'inscrivent dans une phase d'enquête où il devenait nécessaire de confronter, d'éclairer et de soumettre aux personnes les plus concernées par la disparition d'Émile les résultats issus de l'ensemble des investigations évoquées il y a quelques instants. Robe noire et lunettes de soleil. C'est quand même fou. Hein. Entre dans... C'est quand même fou. Moi, j'aimerais quand même, au-delà de parler de ça, si ça vous dérange pas,
j'aimerais quand même vous parler de petites choses concernant la franc-maçonnerie. Si ça vous dérange pas, je sais que certains vont me dire c'est quoi le rapport, vous allez voir. Je vous fais écouter quelques vidéos, ok? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que cette famille fonctionne de manière clanique comme beaucoup d'autres par ailleurs. Et dans le clan, on se protège. Donc s'il s'avère que si l'un d'eux a commis un accident ou un crime, ce qu'on ne sait pas encore, ou j'ai une mauvaise liaison, ce qu'on ne sait pas encore, eh bien, elle se protège. Et c'est ça, à mon Toutes avis. les familles. Oui. Mais d'ailleurs, à dans part les Abel et familles où Caïn. il y a de l'inceste, effectivement, on protège aussi en général l'agresseur. C'est ça qui est amusant. Donc la police a besoin de démêler ce Donc qui est quand en vous train de avez se une passer. famille qui se... Vous allez me dire, Samir, c'est quoi le rapport? Écoutez Christine Kelly maintenant. Oui. Christine Kelly qui, comme Pascal Pro, quand on va parler de la franc-maçonnerie, Pascal Pro va dire c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler, je connais pas. Christine Kelly, quand le fils de Dutroux, il va parler des réseaux pédos et de la franc-maçonnerie, tout de suite elle va être en panique, elle va être en panique. Et regardez là, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quand même exceptionnel. Oui, alors je me suis préparée mentalement lorsque je suis arrivée à ce rendez-vous, à m'attendre à quelqu'un d'austère, de fermé, de reclus, peut-être de violent, puisque c'est ce qu'on lisait partout. Et sans préjuger de rien, je ne peux pas savoir si j'étais accueillie par un criminel ou pas, ou par quelqu'un qui était victime, je n'en sais rien, je suis arrivée avec la plus grande neutralité possible. J'ai été accueillie avec le sourire, j'ai été accueillie avec le sourire, et c'est lui et son épouse qui sont venus m'accueillir dès la voiture, en souriant, en étant vraiment très agréable. Alors ça ne peut préjuger de rien, ça ne veut pas dire peut-être qu'il cachait ou pas, je ne peux préjuger de rien. Mais on ne peut pas dire qu'en les voyant comme ça d'un premier abord, ce sont ni des gens qui voulaient cacher quelque chose, ni des gens qui voulaient peut-être montrer ou démontrer quelque chose. C'était agréable. Ils ont voulu me mettre à l'aise. Ils m'ont installé à leur table, présenté tous leurs enfants. Seuls 2 n'étaient pas là, dont la mère du petit Émile. Et on a déjeuné ensemble et c'était très agréable. Pas d'ambiance de... Bon, après, elle continue, tout ça. En résumé, le grand-père, je le connais, ça se passait super bien, vous inquiétez pas. En plus, il était du 33e degré, hein. Incroyable, quand même. C'est-à-dire qu'on a le grand-père qui fait partie quand même d'un réseau assez particulier. On le voit par le passé, où il y a eu dans une école ceci ou cela. Et là, nous avons tout un système médiatique qui, d'un seul coup, prend la défense du grand-père. Mais on s'en fout. C'est comme moi personnellement, j'ai rien contre le grand-père. Moi, il y a tellement d'éléments qui laissent à indiquer que, bon, le petit, on lui a ôté la vie. Enfin, maintenant, ils commencent tous à découvrir le poteau rose. Mais il y a beaucoup de choses qui ramènent vers le grand-père. Nous, notre propos, c'est il faut travailler le grand-père, il faut travailler la famille, c'est louche. On n'est pas en train de donner des accusations, on n'est pas en train de dire c'est lui ou lui. On est en train de dire, il y a de fortes suspicions, il faut le travailler au corps, mais bien comme il faut, tu vois. Et là... bizarrement, ils prennent en mon âme et conscience, tous ceux qui me regardent, je tiens juste à vous dire que ce n'est pas lui, c'est un mec bien, et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Quand il m'a ramené du café, eh ben devinez quoi? Il m'a mis pas un sucre, mais il m'a mis 2 sucres dans le café. Donc alors vraiment pour ceux qui voudraient penser qu'il est le responsable, non, il ne faut pas l'écouter. Quand même, c'est particulier, on est d'accord. Je comprends pas. On a un prêtre de 80 ans. Ok, hein, on a un prêtre de 80 ans qui s'est ôté la vie parce que, je vous jure que c'est pas une blague, il a diffusé des photos de Émile en t-shirt rouge et les parents, les grands-parents, ils ont dit non, on n'est pas d'accord, tu vois. Et il a dit ouais, bon, pardon, je savais pas, j'ai transmis ça, j'avais des photos du petit, j'ai transmis ça au machin, pardon, tu vois, Et le mec, ils vont dire quoi? Ouais, il a pas supporté ça et c'est pour ça qu'il s'est ôté la vie. Pour un croyant, c'est quand même peu de choses quand même, tu vois. À 80 ans, de t'ôter la vie comme ça, je trouve ça quand même un petit peu bizarre, hein, ce suicide. Les projecteurs sont tournés, puisqu'il est en garde à vue depuis 48 heures, quasiment, et donc des tensions entre le grand-père et les parents d'Émile. Oui, on sait d'ailleurs que ce sont les écoutes téléphoniques, pardon, qui ont révélé ces tensions. Donc en fait, si les parents d'Émile n'ont jusqu'à présent jamais douté de l'innocence de Philippe Vedovini, ils le tiennent quand même un petit peu pour responsable du drame, puisque c'est lui qui avait
la responsabilité de l'enfant au moment de sa disparition. Donc déjà, ça a évidemment jeté un froid entre eux. On sait que si avant la disparition d'Émile, ils se voyaient très régulièrement, ils se sont un petit peu moins vus après cela. On sait aussi que le choix de l'endroit des obsèques, de l'enterrement d'Émile a été un sujet de discorde entre eux, c'est-à-dire que les parents d'Émile, eux, souhaitaient qu'il soit enterré au Vernet, c'est-à-dire la commune la plus proche où il a disparu et où il reste une partie de son corps, hélas, dans la nature. Et lui, le grand-père, enfin Philippe Vodovny, lui souhaitait absolument qu'il soit enterré à la Bouilladis, là où toute la famille vit. Et c'est lui qui a eu gain de cause, puisque l'enfant a été enterré là-bas. Donc tout ça, voilà, montre un petit peu des tensions entre eux. Là, ils vont sûrement en garde à vue être confrontés à ces écoutes téléphoniques qui semblent effectivement mettre en lumière ces tensions. Et on apprend à l'instant par nos confrères du Parisien que des expertises, de nouvelles expertises, des expertises secrètes menées sur le crâne de l'enfant ont démontré qu'en fait, il a bien séjourné dans la nature, mais il a aussi séjourné un long moment dans un endroit quasiment stérile. Donc, il n'a pas pu rester tout ce temps-là, pendant ces 9 mois, dans la nature. Et donc, il a été déplacé. Et d'ailleurs, c'est ce que disait... C'est quand même incroyable, tout ce qu'on apprend. Donc on apprend que le petit s'est fait fracasser le crâne par quelque chose, par quelqu'un, que le corps a été déplacé, qu'il a été dans un endroit stérile, je sais pas, peut-être un frigo, un truc comme ça, un congélateur, pendant un certain temps. Ensuite, ils l'ont changé, ils l'ont déplacé. Il y a des choses assez particulières concernant Émile. Il y a des choses qui sont étranges. Et nous avons une influence médiatique qui essaye de détourner l'attention. Là, ce que je vais vous montrer, c'est juste choquant. Ce n'est pas une blague. Je le répète, ce n'est pas fait avec intelligence artificielle. C'est une réalité. Le petit Émile, peut-être qu'en fait, il est un petit peu... Alors, écoutez. Philippe Vodovny aurait-il pu s'en prendre à son petit-fils Émile, décrit comme à part du clan par un habitant du Haut-Vernay l'an dernier. Donc, il faut savoir que, voilà, lui qui semblait vouloir faire régner la discipline au sein du clan, dans cette famille où tous les enfants avaient l'air de filer bien droit. Je rappelle que Émile, il n'avait pas 12 ans, hein, il n'avait pas 11 ans, il avait 2 ans. Émile avait un côté un peu rock, indocile, pas encore formaté par l'éducation religieuse traditionnelle, indiquait une source. Si les gardes à vue ne semblent pas avoir permis de... Non. Donc en fait, alors, c'est quoi? Le problème, c'est Émile. Il était un petit peu trop rock'n'rolls, tu vois, hein? C'est-à-dire qu'il avait faim, il disait, oh, il est faim, ouais, ouais. C'est ça, il était rock'n'roll. En fait, ce que je dénonce, c'est qu'on a l'impression, c'est un petit peu... bon, en même temps, Émile, il y allait un peu, hein. Tu vois, Émile, il y allait un petit peu, hein. De temps en temps, il renversait les trucs, incroyables. Hein. En plus, il ne faisait pas des phrases parfaites. Tu vois, il y a des moments, il disait un crocodile. Oh, ce moment-là, oh, il n'a pas résisté. La famille, le clan, il n'a pas résisté. L'enfant de 2 ans, Émile, a dit un crocodile. Oh, ils l'ont dégomé. Oh, tu continues tout de suite. Se foutent de notre gueule quand même. C'est quoi ça? Comment ça, un peu rock indocile? C'est un gosse de 2 ans. À un moment, en même temps, j'aimerais juste dire pour ma défense, hein, certes, je lui ai ôté la vie, mais je pense que vous allez tous m'innocenter. Certes, hein, je confesse hein, l'avoir fait, mais à un moment, vous savez ce qu'il a fait? Il est monté sur le canapé, puis il a sauté sur le canapé comme ça. Pardon, les gars, libérez-le, libérez-le. On sent pas quelque chose de bizarre? Vous sentez pas, vous, dans l'air, un truc bizarre concernant... tu sais, c'est limite, maintenant, Émile... C'est 55 ans, tu vois, il a une part de responsabilité dans cette affaire-là. On est bien d'accord que c'est ignoble, on est bien d'accord qu'on en tire un petit peu la même conclusion dans ce qu'ils osent dire.
1500 habitants, c'est relativement petit. Les gens se connaissent entre eux et le grand-père d'Émile est d'autant plus connu que c'est en quelque sorte une figure locale, si je puis dire, parce qu'il est ostéopathe et kiné. Il a un cabinet vraiment dans Oui, rien le à centre faire. de la commune, donc les gens le connaissent. Et depuis qu'il a été placé en garde à vue avec 3 autres personnes, l'affaire est encore plus suivie ici dans la commune. Et le fait que ces gardes à vue aient été levés sans avoir aucune réponse finalement, il y a un certain sentiment de tristesse. C'est ce qu'une dame expliquait au micro de Jimmy Comte. Écoutez. C'est vrai que là, on est un petit peu déçus quand même de l'issue de cette garde à vue, puisque finalement, on n'est pas plus avancé, quoi. On pensait quand même qu'on allait avoir une réponse ce matin. Mais bon, ceci dit... Ah, moi, je vous le dis, je suis pas du tout déçu. Là, ils vous ont mis 4 personnes en garde à vue, ils les ont sortis, ça va péter dans la famille, ça va clasher, ça va sortir, ça va être des tensions. Ils ont déjà suffisamment d'éléments, ils vont regarder comment ça va se passer, hop, et ils vont ressoulever tout le monde. Ah, moi, je suis convaincu que c'est tout et rien, écoutez-moi bien, rien n'est laissé au hasard. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais comprenez bien que l'enquêteur, le procureur, etc. ne font rien au hasard. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense qu'ils ne les ont pas mis en garde à vue pour rien. Donc le doute persiste quand même, hein. Il y a un gros doute. À cette tristesse s'ajoute aussi un certain agacement, je pourrais même dire un certain énervement. On parlait il y a quelques minutes avec un voisin de la famille. Vraiment, leurs maisons sont quasiment collées. Ils se connaissent depuis des dizaines d'années. Et ce voisin nous disait, en parlant des enquêteurs, ils ont mis un panneau, ils ont mis une cible sur la tête du grand-père d'Émile en le mettant en garde à vue. Désormais, ils disent que la piste familiale n'est toujours pas fermée. En gros, les gens continuent à... Le procureur expliquera et il dira cette phrase-là, la piste familiale n'est pas refermée. Mais c'est un moyen aussi de mettre pression à la famille, tu vois. C'est un moyen de mettre la pression. C'est de dire à tout le monde, écoutez, on sait que c'est eux. On n'a pas 100% des éléments, on vous laisse, on va voir ce qui va se passer, si ça va s'agiter, si ça va se travailler. Si la mère, elle va dire au grand-père, mais c'est toi qui as fait ça, t'as pas honte, va te dénoncer tout de suite. Ou des trucs comme ça, si ça va paniquer, si les gens vont balancer. Et donc voilà. Et après, quand ils vont les relever, ils vont les relever bien comme il faut. Notamment donc après cette conférence de presse du procureur d'Aix-en-Provence, il y a 2 éléments. Le premier, on parle notamment de doute, de questionnement, parce qu'ils pensaient enfin avoir une réponse à leurs questions. Aujourd'hui, ils sont lassés, découragés finalement de savoir que le mystère reste entier. Le second élément, c'est plutôt un bouleversement. On a rencontré il y a quelques minutes une habitante qui se dit bouleversée notamment par les détails transmis par le procureur d'Aix-en-Provence. On le rappelle. Intervention d'un tiers dans la disparition d'Émile. Alors, je sais que pour ceux qui suivent ma chaîne, vous n'êtes pas choqués par tout ce qui est sorti là, vous n'êtes pas choqués. Mais il faut bien que vous compreniez que pour le reste de ceux qui traitent ce genre d'affaires là, les médias, la population française, eux, ils en étaient restés à la théorie de l'aigle ou de ce que tu veux. Nous, bien évidemment, dès le début, on a dit ah c'était bidon, donc forcément, ça vous surprend pas. Mais là, officiellement, ce n'est pas un écureuil qui a kidnappé Émile, c'est l'intervention d'un humain qui a fait ça. Traumatisme facial, donc en fait on lui a fracassé le crâne. Vêtements et ossements transportés, ben ça on l'avait dit. Et moi je vous le dis encore une fois, il y a eu des remords vis-à-vis de la mère qui, quand elle a témoigné, ça je vous l'ai dit, et vous verrez que j'ai eu raison. Enfin, quand elle a dit s'il vous plaît, on veut pouvoir faire le deuil, rendez-nous le corps, point. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, lors d'une fête religieuse, le corps va être déposé. C'est qu'ils ont eu des remords, ils ont écouté la mère. Ok ? Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous verrez que quand on aura trouvé le coupable, il vous le dira. Certes, on a déposé le corps à cet endroit-là en réponse à la lettre de Marie, je crois de Marie Soleil, à cause de Marie, parce qu'elle a fait ce témoignage-là, ça nous a touchés. On s'est dit effectivement, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle récupère le corps. Voilà, vous verrez. Vous verrez que j'ai raison. Hein, vous ne serez pas surpris. Ça va être une dinguerie quand ils vont en parler dans les médias. Vous avez déjà l'information en avance. La piste intrafamiliale n'est pas définitivement close. C'est ce qui est dit. Le traumatisme facial violent, des restes du corps du petit Émile déplacés. Elle nous le dit. Cela laisse place à l'imagination de scénarios sordides. Voilà. Je vous propose justement de l'écouter. Elle était au micro de William Gay il y a tout juste quelques minutes.
Ça fait froid dans le dos de se dire que peut-être des scènes horribles se sont passées tout près de chez nous. L'inquiétude, Ah bon c'est que, Ah bah, il était temps de se rendre compte, madame. que ça devienne un cold case. Le sentiment que j'ai, oui, qu'on est un peu au bout du truc et que... Ah bah, il était temps de s'en rendre compte quand même. Excusez-moi, je discute avec elle, tu vois. Parce que elle se rend compte qu'il y a des enfants qui disparaissent par centaines et par milliers et que parfois ça en finit en cold case. C'est-à-dire qu'on ne retrouve jamais le corps. On ne sait jamais en fait ce qui s'est passé. Bah, il était temps de s'en rendre compte, tu vois. Hein, incroyable. Oui, il y a des gens qui s'attaquent à des enfants. Oui, malheureusement, parfois on ne retrouve jamais le coupable. Oui, bah, il était temps de s'en rendre compte. Il était temps de s'en rendre compte. Peut-être qu'il serait temps de se rendre compte qu'il faut arrêter de donner des milliards et des milliards à l'Ukraine, mais de donner des milliards à la gendarmerie et aux procureurs pour qu'ils fassent encore mieux leur travail et qu'ils ont plus de moyens. Peut-être Et qu'on réforme la loi pour établir la peine capitale et qu'on réforme la loi pour que le procureur et les gendarmes soient totalement libres d'attaquer même les réseaux, hein, tu vois, et faire tomber des réseaux. Voilà, on n'en saura jamais plus. Ils nous le disent d'ailleurs. Alors moi je vous le dis, comme je vous avais dit pour l'affaire Lina, on saura l'affaire Émile. Vous inquiétez pas, on saura. Vu comme c'est parti, on va savoir ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, si vous trouvez pas ça bizarre, ce milieu de franc-maçonnerie là, Pascal Pro, Christine Kelly, etc., qui essayent de défendre le frère maçon, machin. C'est quand même bizarre cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour vous abonner sur cette chaîne et sur ma chaîne secondaire et faire un don sur Tipeee. À la prochaine sur les news de Samir.